C'est l'histoire d'une révolution silencieuse qui affecte chaque personne sur la planète. Une révolution qui transforme notre monde et dont nous sommes les complices. 20 ans après sa création, le World Wide Web nous offre un accès gratuit et sans précédent à l'information. Toute personne qui a accès à Internet, où qu'elle soit sur la planète, a accès gratuitement et librement à une source illimitée d'informations. Les bénéfices sont absolument phénoménaux. Internet sert à connecter l'humanité. Le web, c'est l'humanité connectée. Mais les bienfaits du web ont un prix. Un prix que nous payons en divulguant des informations inestimables sur nous-mêmes et notre vie privée. Les gens doivent faire plus attention aux informations qu'ils mettent en ligne et à la manière dont elles seront utilisées. Je crois que les gens commencent à peine à comprendre ce qu'implique de publier des informations personnelles sur Internet. Il faut appréhender votre vie différemment. Vous ne devriez pas publier de photos. Vous devriez même éviter de prendre une photo que vous ne voulez pas voir diffusée, sans parler des vidéos de sexe. J'ai passé les 10 dernières années à étudier et écrire au sujet de la révolution virtuelle qu'est Internet. Ce film retrace les changements les plus profonds et inquiétants qui ont émergé depuis sa création et ce qu'ils impliquent pour chacun d'entre nous. Il montre comment les pensées et désirs que nous exprimons en ligne sont pistés, traqués et commercialisés dans une effrayante course au profit. Sur Internet, le produit n'est pas le contenu qui s'y trouve. Sur Internet, le produit, c'est vous. Il faut mettre en balance les risques et les bénéfices. Et pour nous, les bénéfices sont si grands que quels que soient les risques, on essaye de les réduire et de les comprendre. Reste à savoir quel est le prix personnel, moral et social de cette gratuité. Et si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Nous sommes à West Point. Depuis plus de 200 ans, cette académie entraîne l'élite militaire de l'armée des États-Unis. C'est ici que MacArthur, Eisenhower et Schwarzkopf ont appris l'art de la guerre. Mais au XXIe siècle, les élèves officiers ne sont plus seulement formés aux tactiques de combat et aux stratégies militaires. Ils sont aussi préparés à faire face à une menace bien plus proche de nous. Internet fait désormais partie de leur cursus. Vous connaissez tous les chevaux de Troie. Ils permettent de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Le lieutenant-colonel Greg Conti veut faire comprendre à ses élèves à quel point les gouvernements et les individus qui utilisent Internet sont vulnérables. Les nombres varient, mais malgré tout, Internet est l'une des technologies les plus populaires de l'histoire de l'humanité. Chaque jour, de nouvelles entreprises apparaissent en ligne avec de nouveaux produits ou de nouveaux services. Elles inventent des dispositifs toujours plus convaincants pour nous appâter. Mais en y adhérant, nous révélons à des inconnus une quantité sans précédent d'informations à notre sujet. Et c'est très inquiétant, car les données numériques sont extrêmement volatiles et une fois ces informations diffusées, on ne peut plus faire rentrer le génie dans sa lampe. Est-on naïf de diffuser une telle quantité d'informations en ligne? On veut tous quelque chose de gratuit. C'est pourquoi beaucoup de gens utilisent sans vraiment réfléchir les nouveaux outils ou services à la mode qui apparaissent. Les gens s'y inscrivent tête baissée. Il faut quand même se demander ce qu'on cède en échange de ces produits ou de ces services gratuits qu'on utilise. Il est nécessaire de comprendre les risques, sachant qu'on donne des informations pour un service qui peut très bien disparaître ou être racheté le lendemain. Le style d'un site web peut nous plaire aujourd'hui, on aime la couleur de son logo et on lui fait confiance, mais l'entreprise de ce site ne sera peut-être pas la même demain. En seulement 20 ans, le web nous a mis face à un énorme dilemme qui ne nous apparaît clairement qu'aujourd'hui. Notre usage quotidien du web demeure essentiellement gratuit. On suit l'actualité gratuitement, on effectue des recherches gratuitement et on communique avec sa famille et ses amis gratuitement. Du moins, c'est ce qu'on croit. Peu d'entre nous se rendent compte de la façon dont on en paye le prix. Combien demanderiez-vous à un inconnu pour le laisser lire votre journal intime ? Combien demanderiez-vous pour qu'il puisse connaître vos orientations religieuses, politiques et sexuelles ou l'école que fréquentent vos enfants? Tout l'or du monde ne suffirait pas.
Pourtant, c'est exactement le genre d'informations que nous divulguons tous les jours, et ce, à une échelle gigantesque. En un mois, les utilisateurs du monde entier effectuent plus de 76 milliards de recherches sur Google, et ce, gratuitement. Chaque jour, jusqu'à 3 millions d'images et de vidéos sont publiées et partagées sur Flickr, là encore, gratuitement. Tous les mois, environ 350 millions de personnes parcourent les dizaines de millions de blogs disponibles à travers le monde, toujours gratuitement. À présent, regardez de l'autre côté du miroir. Et vous verrez que la gratuité est une illusion. Chaque mois, Google rassemble des milliards de mots-clés pour pouvoir affiner son système de recherche et vendre des publicités hautement ciblées. Chaque jour, jusqu'à 3 millions d'images et de vidéos sont publiées sur Flickr, à côté desquelles sont placées des publicités. Tous les mois, certains blogs autorisent des annonceurs à insérer dans votre ordinateur des dispositifs de traçabilité appelés euphémiquement des cookies. Ils permettent de révéler vos intérêts à des réseaux commerciaux et de vous envoyer davantage de publicités ciblées. Pour moi, les entrepreneurs de Silicon Valley sont les barons de la finance du XXIe siècle. Leur façon de présenter leurs idées est beaucoup plus intelligente et bien plus sophistiquée qu'au XIXe siècle. Mais dans 100 ou 200 ans, quand on se remémorera les Google, les YouTube et les Yahoo, on les verra comme les Carnegie, les Rockefeller et les Stanford qui ont mené la révolution industrielle. On est constamment jugé au travers de nos activités sur Internet, que ce soit grâce aux cookies ou grâce aux informations qu'on divulgue nous-mêmes sur notre compte Facebook, sur Twitter ou sur n'importe quel autre site qu'on juge bon de visiter. C'est un changement de société qui rappelle l'époque où nous avons d'abord migré de nos fermes vers les villages, puis des villages vers les villes. Il a soudain fallu développer un système social qui nous permette de vivre entassés dans un environnement surpeuplé. En réalité, la vie en ligne est un marché. Nous payons cette gratuité par l'intermédiaire de nos données personnelles et de nos clics qui dévoilent nos intérêts. Chaque jour, nous révélons des détails de notre vie privée en échange d'un espace libre et gratuit en ligne. Pour mieux comprendre comment Internet s'est emparé de nous, il faut retourner 16 ans en arrière, à l'époque des premières tentatives de colonisation du monde virtuel par les grosses sociétés. Une histoire qui commence étrangement avec une pizza. En 1994, Pizza Hut devient le pionnier du commerce sur Internet en prenant des commandes en ligne. Ça s'appelait PizzaNet. Cette révolution dans le monde du fast-food a commencé ici, à Santa Cruz, en Californie. À l'époque, cette ville possédait un des taux de connexion à Internet les plus élevés du monde. Aujourd'hui, commander une pizza en ligne paraît banal, mais à cette époque, c'était une nouveauté sensationnelle. Une chose est sûre au sujet de PizzaNet, c'est le scepticisme avec lequel les gens ont accueilli cette innovation. La nouvelle a même fait la une de la rubrique économique d'un journal national. Il y a tout juste 16 ans, les gens ne savaient pas si le commerce en ligne fonctionnerait ou non. À l'origine, Internet a été créé par des scientifiques dans le but de partager des informations entre eux. À l'époque, Internet et argent semblaient incompatibles, puisque le trafic de données commerciales était totalement illégal. Au début, l'esprit d'Internet était quasi clandestin. Les gens installaient un serveur et se connectaient en dehors des heures de bureau, une fois que tous les autres étaient rentrés chez eux. Ils installaient ça, puis ils envoyaient un email en disant « Au fait, après le boulot, j'ai installé un serveur web. J'y ai mis quelques photos. J'espère que ça te plaira. » Ça ressemblait à un nouveau monde. Ça ressemblait à une démocratie nouvelle, à une nouvelle façon de rassembler les gens. Il y avait une dimension humaine qui est très difficile à appréhender de nos jours, car elle n'avait rien à voir avec l'argent. Mais en 1994, le Congrès des États-Unis lève l'injonction sur le commerce en ligne. Du jour au lendemain, Internet est ouvert au commerce. Les gens se connectent en masse. Ils s'attendent à avoir un espace libre et gratuit
Mais le marché y voit une nouvelle opportunité de générer des profits colossaux. Alors que les racines du web sont ancrées dans les milieux universitaires et le mouvement de contre-culture californien, ses premières expériences commerciales se font à New York, avec le rêve novateur d'une relation totalement interactive avec le consommateur. Je pense que ce qui nous a le mieux réussi, ça a été de se concentrer de manière presque obsessionnelle sur la satisfaction du consommateur. Amazon est aujourd'hui le magasin en ligne le plus populaire au monde. Avec une clientèle atteignant les 124 millions de personnes à travers le globe, Amazon offre une gamme complète de produits, de son commerce initial de livres à l'alimentaire, en passant par la mode et l'électronique. En 1994, Jeff Bezos était analyste dans une société new-yorkaise de fonds spéculatifs. Il a vite été frappé par le tout nouveau potentiel économique du web. L'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Je n'avais jamais rien vu grandir aussi rapidement. Et même si l'emploi du web par le grand public était encore très faible à l'époque, vu que peu de gens connaissaient son existence en 1994, il était évident qu'avec une telle vitesse de croissance, ce phénomène allait vite devenir omniprésent. Dès le départ, son projet était d'envergure napoléonienne. Mais pour l'heure, la première étape était de créer la librairie Amazon. Et à l'époque, ce concept était en soi une entreprise tout à fait insolite. Comme Jeff Bezos l'a vite réalisé, le problème majeur des librairies traditionnelles, c'est leur taille. Celle-ci, par exemple, peut contenir jusqu'à environ 5000 titres. Quelle que soit la façon de gérer le stock, le choix demeure limité. L'avantage unique du magasin en ligne sur le magasin ordinaire, c'est de pouvoir créer une librairie dotée d'un choix intégral. D'un choix universel. C'est devenu le rêve fondateur d'Amazon. D'autres allaient bien vite s'engouffrer dans la brèche ouverte par Amazon. La commercialisation du web marquait le début d'une révolution dans la manière d'acheter, ainsi qu'un bouleversement fondamental des valeurs du web. Le taux de croissance était incroyable. Et comme pour prouver qu'on était sur un très gros coup, la société cartonnait comme jamais dans la vente au détail. L'espace global, instantané et gratuit du web devient un marché tout aussi global, instantané et gratuit. Très vite, les entreprises du monde entier se ruent sur l'opportunité de ramasser le pactole. On était en train de réinventer notre manière de faire des affaires, notre créativité. On sentait que les entreprises traditionnelles étaient en train de changer et qu'on entrait dans une époque où la jeunesse et le dynamisme seraient valorisés en Angleterre à la manière des États-Unis. C'était une époque extraordinaire. Et je pense que l'excitation ambiante était justifiée. Entre 1995 et 2000, plus de 20 millions de noms de domaine .com sont enregistrés. En quelques brèves années, nous avons vu débarquer des adolescents milliardaires aux testicules à peine descendus, éclaboussant la place boursière. Qui sait de quoi sera fait le monde virtuel dans 5 ans? Dans mon cas, l'optimisme qui accompagne généralement l'arrivée de ce type de technologie nouvelle et leur perspective d'avenir a vite disparu. Non pas par cynisme, mais parce que l'histoire regorge d'exemples du même ordre. Le web flambant neuf est vite devenu synonyme de revenus gigantesques. Investor stocks have gone up an estimated $1.25 trillion. Sales online have doubled since last year. Les années 90 étaient démentielles. Durant cette période, l'argent tombait du ciel. In recent weeks, all the stock indexes have rallied to new records, led by the incredible surging internet stocks. How hot is NASDAQ right now? Smoking. Red hot. America Online, the auction site eBay, and the book dealer Amazon, all up more than 40% in December alone. The internet has become the center of the technology universe. The internet is being viewed, rightly or wrongly, as the next industrial revolution. À cette époque-là, l'argent coulait à flot. Les évaluations d'entreprises étaient complètement hallucinantes. On essayait de lancer tout et n'importe quoi. On finançait toutes les entreprises possibles et imaginables, y compris celles qui n'avaient aucun sens. On investissait des millions dans des sociétés qui possédaient un grand nom ou un grand concept, mais qui n'avaient pas encore trouvé le moyen de gagner de l'argent. C'était un problème qu'on pensait pouvoir résoudre plus tard. Résultat, un véritable carnage financier. Début 2000, le Nasdaq perd un quart de sa valeur. La moitié des domaines .com disparaît purement et simplement dans la faillite qui s'ensuit. Plus de 2,5 milliards d'euros de valeur boursière se volatilisent en une année.
Pris dans le tourbillon des spéculations, les investisseurs ont oublié les risques liés à l'absence d'une perspective certaine de rendement. Beaucoup de gens ont été survoltés, croyant que le web amènerait une manière totalement nouvelle de faire des affaires. Et c'était le cas à bien des égards. On bouleversait complètement les modèles économiques existants. On pensait alors que n'importe quel type de commerce marcherait. Une logique qui s'est finalement avérée trompeuse. Les gens se sont trompés. Ils ont pensé que le fait d'avoir beaucoup de trafic vers leur site était quelque chose de formidable. Ouvrir de nouvelles succursales, par exemple. Voilà une vraie valeur ajoutée qui vous est propre. Alors que mettre en ligne un site web est quelque chose de très facile. La plupart des sociétés n'augmentaient donc pas réellement leur valeur. Elles espéraient simplement que leur ampleur leur permettrait de trouver un acheteur ou de se raccrocher à un modèle économique. Et pourtant, le boom du web attire des millions de consommateurs qui en font une tendance prédominante. Les entreprises, elles, comprennent qu'il ne suffit pas de créer une version en ligne d'un commerce traditionnel. Pour pouvoir gagner de l'argent, elles vont devoir repenser leur stratégie à la lumière des possibilités offertes par Internet. Il existe une société en particulier qui a su appliquer ce principe mieux que quiconque. Même si ses origines remontent à l'esprit du web gratuit originel, elle se classe aujourd'hui parmi les entreprises les plus lucratives de l'histoire. Un essor qui transforme le concept même de présence en ligne pour chacun d'entre nous. Cette société, qui a fait du web sa source de revenus, a dans la foulée su faire de ses consommateurs des produits. Comment? En transformant nos recherches a priori gratuites et anodines en une énorme machine à sous. Cette société, c'est Google, et notre curiosité est sa mine d'or. Aujourd'hui, l'emprise de Google sur le web est extraordinaire. Le Google d'aujourd'hui est meilleur que le Google d'hier. Et demain, il sera encore meilleur, car on lancera d'autres innovations d'ici là. Il s'améliore constamment. Google sait tirer le meilleur du web. Chaque jour, 2 milliards de recherches sont effectuées sur ces moteurs de recherche en 40 langues différentes. Jusqu'à présent, on devait se tourner vers quelqu'un d'instruit pour trouver les réponses à nos questions. Aujourd'hui, il nous suffit de chercher sur Google pour obtenir des tonnes et des tonnes d'informations. Mais ça ne se limite pas à la recherche. YouTube, son site gratuit d'hébergement de vidéos, concurrence la télévision. On a franchi le cap du milliard de vidéos visionnées chaque jour. Avec Google, nous pouvons survoler la planète et même regarder par-dessus le mur du voisin. Google défie même la plus grosse société informatique du monde, Microsoft, avec un navigateur et un système d'exploitation concurrençant Windows. Et contrairement à Microsoft, ce qui rend Google si spécial et unique, c'est le fait que cette société ait su se classer parmi les plus riches et les plus importantes au monde en proposant l'ensemble de son offre gratuitement aux consommateurs. Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut regarder au-delà des écrans et explorer le monde construit par Google. Voici le cœur de Google. C'est dans des centres de traitement des données comme celui-ci que Google mémorise les informations concernant le web et ce que nous y cherchons. Au dernier trimestre de 2009, l'ensemble des transactions passant par ces centres de traitement des données rapportait à Google plus de 140 € par seconde. À l'origine de son bénéfice net annuel de plus de 4,5 milliards d'euros, se cache un système publicitaire conçu sur mesure pour chacun d'entre nous, basé sur les informations que nous transmettons à Google. À chaque fois que nous utilisons Google, nous leur faisons gagner de l'argent. Je vais rencontrer le rédacteur en chef du magazine Wired, véritable bible de Silicon Valley, pour analyser la montée sans fin de Google. On pourrait considérer que Google est en réalité une agence publicitaire. Énormément de gens effectuent des recherches sur le web. Et en fin de compte, le moteur de Google n'est pas considérablement meilleur ou moins bon que celui de Microsoft ou d'AOL, par exemple. En revanche, son emprise sur la publicité est inégalée. Pourquoi le modèle économique de Google a-t-il si bien marché ? Le modèle économique de Google est tout simplement génial. Tous les services proposés, que ce soit l'agenda, le courrier électronique, les cartes, la gestion de photos, tout ça peut être fait gratuitement parce que les coûts de ces services sont minimes, mais aussi parce que ça augmente votre attachement à Google. Ils finissent forcément par gagner de l'argent grâce à vous, que ce soit en plaçant des publicités sur vos pages de recherche ou sur d'autres services que vous utilisez.
À partir du moment où la population des utilisateurs de Google atteint un nombre suffisant et qu'on a assez de publicités différentes à proposer, on se retrouve dans une situation où plus on a d'annonceurs, plus on peut fournir de publicités précisément ciblées en fonction des termes de recherche, ce qui incite alors encore plus d'annonceurs à utiliser vos services. Ça devient un système qui s'auto-amplifie et se nourrit de feedback positif. Mais le monopole de Google ne réside pas dans la recherche, les moteurs concurrents étant accessibles en un seul clic. En revanche, Google commence à se créer un monopole dans le domaine de la publicité en ligne. L'ironie, c'est que cette domination actuelle du marché est on ne peut plus éloignée de ce dont est parti Google. Pour comprendre pourquoi Google est devenue une société si riche et influente, il faut remonter à une période plus idéaliste de son histoire. Tout comme le web, Google est né d'un rêve universitaire. L'université de Stanford en Californie est réputée pour son excellent cursus, mais également pour ses anciens étudiants célèbres qui gagnent des fortunes grâce à leurs recherches. Quand vous allez à Stanford, vous savez qu'il y a de très fortes chances qu'à la fin de vos études, vous allez créer votre société. Voire même que vous n'obteniez jamais votre diplôme parce que vous allez créer votre société avant. En 1996, Larry Page et Sergey Brin sont étudiants en doctorat et cherchent un moyen de trier les bonnes pages du web des mauvaises. Le web consiste alors en une dizaine de millions de pages, bien peu comparé aux dizaines de milliards de pages d'aujourd'hui. Mais son expansion rapide rend déjà impossible le classement manuel de chaque page. Page et Brin développent alors un moyen d'automatiser cette tâche en la confiant à des ordinateurs. Je suis allé rencontrer leur mentor, le professeur Terry Winograd, pour en savoir plus sur leur invention. Ils ont compris que chaque fois que quelqu'un place sur sa page un lien vers une autre page, c'est une forme de vote. La page en question est suffisamment intéressante pour publier un lien qui y mène. Donc, si on arrive à additionner tous les votes de toutes les pages du web, on peut obtenir une très bonne estimation de ce qui intéresse véritablement le grand public. Larry Page et Sergey Brin ont conçu un algorithme qui compte tous les liens entre les pages web et qui attribue une valeur mathématique à l'intérêt de chaque page. Cette valeur est calculée sur la base du nombre de liens qui pointent vers elle, depuis d'autres pages, et de l'intérêt démontré pour ces pages elles-mêmes. Page et Brin se sont rendus compte que ce qui avait commencé comme un projet universitaire pourrait être utilisé pour résoudre un des plus grands défis du web. Comment trouver ce qu'on cherche? Quelle est la relation entre l'intérêt d'une page et la recherche? Le fait de pouvoir juger et d'attribuer une valeur numérique aux pages en fonction de leur intérêt permet au final d'obtenir des résultats de recherche beaucoup plus utiles. Si vous cherchez par exemple le mot « ordinateur », il trouve toutes les pages contenant le mot « ordinateur ». Puis, il va placer au sommet de la liste de résultats les pages qui ont la plus haute valeur, c'est-à-dire celles qui semblent les plus intéressantes et les plus pertinentes. C'est ce qui a considérablement amélioré la qualité des résultats obtenus. C'est à l'époque le moteur de recherche le plus efficace jamais créé. Page et Brin le baptisent Google. Google profite de la rapide expansion du web durant le boom d'Internet à la fin des années 90, car son algorithme de comptage de liens devient plus efficace à chaque page ajoutée en ligne. Mais ils sont également confrontés à un défi. Chaque fois que quelqu'un utilise Google, il accapare un peu de bande passante. Un simple échange de données comme une recherche a un coût négligeable, mais l'addition de milliards de recherches coûte une fortune. Le problème pour Google, c'était qu'il fallait de plus en plus de puissance de calcul et d'espace de stockage à mesure que le web s'étendait. Mais tout cela coûtait cher et ils n'avaient pas de vrais moyens de faire rentrer de l'argent. De temps en temps, Larry revenait me voir pour me demander conseil. On discutait dans mon bureau de la technologie qu'ils étaient en train de développer. Tout ça était au point. Un jour, je lui ai demandé comment il comptait gagner de l'argent avec ça. Il a légèrement souri avant de dire « Je ne sais pas, on verra ça plus tard ». La plupart des moteurs de recherche de l'époque étaient financés par la publicité. Mais Larry et Sergey n'aimaient pas ça.
Voici d'ailleurs l'article dans lequel il présente Google à la communauté académique. Il y est écrit « Nous pensons que le problème de la publicité est suffisamment controversé pour qu'il soit crucial d'avoir un moteur de recherche compétitif, transparent et du domaine universitaire. » Voilà à quoi ressemblait Google en 1998. Vierge de toute publicité, simple, clair et blanc, le design de Google renvoie à l'amateurisme des débuts du web. Mais malgré ces idéaux, Google devait trouver un financement. L'idée de proposer des recherches payantes a très rapidement été abandonnée. Au lieu de ça, les créateurs de Google ont compris que leur moteur de recherche avait le potentiel de révolutionner le monde de la publicité. C'est ce qui allait changer radicalement notre façon d'interagir avec le web. En effet, ils savaient que par définition, quand nous effectuons une recherche, nous indiquons à Google nos envies et nos désirs et que par conséquent, un système comme Google pourrait très facilement collecter et vendre ces informations. Imaginez que vous puissiez connaître le désir précis de vos clients à tout moment et le satisfaire instantanément. C'est tout simplement le saint Graal que les publicitaires et spécialistes du marketing cherchaient depuis des dizaines d'années. Grâce à ces informations, ils peuvent créer des publicités sur mesure, ciblant uniquement les gens susceptibles d'acheter leurs produits, sans perdre d'argent avec les autres. 2 ans à peine après avoir émis des doutes sur la publicité, Page et Brin ont commencé à l'utiliser et ont changé à jamais cette industrie grâce au système appelé AdWords. Lorsqu'on entre un terme de recherche, des publicités spécifiques s'affichent dans 2 sections de la page de résultats. Si vous cliquez sur une de ces publicités, la société en question donne de l'argent à Google pour votre passage sur son site. Pour le consommateur, ce n'est pas grand-chose. Mais pour les annonceurs, c'est une opportunité phénoménale de cibler leur publicité. C'est un processus commercial initié par le consommateur à la recherche d'un produit en particulier. Contrairement aux startups qui ont échoué, AdWords semble être l'union parfaite entre le potentiel du web et les désirs des consommateurs. La première règle d'Internet, c'est qu'on peut s'adresser à chaque individu de manière spécifique. Ce n'est pas un mécanisme de diffusion massive, c'est un mécanisme de diffusion restreinte. Et en fin de compte, AdWords permet d'avoir des publicités spécifiques à chaque personne. Ça s'adresse à des gens qui ont un but, des gens qui sont déjà à la recherche de quelque chose de très spécifique. Ils ont déjà fait la moitié du chemin qui va les mener à l'achat. Grâce aux publicités ciblées, Google et le reste du web ont trouvé un moyen de se financer. Mais les ambitions de Google vont au-delà de l'argent. Page et Brin voulaient transformer le web en lui-même. Ils ont incorporé dans leur système de publicité les capacités d'analyse de leur moteur de recherche et c'est ça qui a fini par consolider l'influence de Google sur le web. Leur but est de filtrer pour le consommateur les pubs pertinentes des pubs sans intérêt. À chaque fois que vous activez AdWords en effectuant une recherche sur Google, ça déclenche une série d'événements qu'on peut illustrer comme ceci. Imaginons un fabricant de voitures qui veut voir sa publicité apparaître en tête de la page quand quelqu'un effectue une recherche pour les termes « nouvelle voiture ». Il va dire à Google combien il est prêt à payer pour voir sa publicité apparaître. Ce processus est une forme d'enchère où plusieurs compagnies peuvent se disputer les meilleures places. Mais Google ne les attribue pas forcément aux plus offrants. Il juge les publicités en fonction de leur pertinence par rapport aux termes de recherche et à une série d'indicateurs sur la qualité du site web de l'annonceur. En d'autres termes, le prix payé par le vainqueur est proportionnel au montant proposé multiplié par la qualité. De cette façon, Google n'amasse pas seulement des profits, mais se pose en puissant arbitre de la qualité et de la pertinence des contenus en ligne. Google vous donne accès à toutes les informations du monde et vous montre des publicités de temps à autre. Si vous voulez cliquer dessus, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéressera, mais rien ne vous y oblige, c'est donnant-donnant. AdWords est ce qui a fait de Google le protagoniste dominant sur Internet et très vite, le reste du web a suivi le même modèle. Offrir ses produits et ses services gratuitement en les finançant en coulisses grâce aux pubs hautement ciblées. L'ironie,
c'est que ce modèle ultra-capitaliste dépend du caractère intrinsèquement non capitaliste du web. Il doit rester un réseau ouvert, facile à parcourir, sans prix à payer pour visiter un site et sans zone inaccessible à Google. Cette vision ouverte du web nécessite également que nous remplissions notre rôle d'utilisateur en consommant les produits et les services offerts à nous gratuitement. Plus nous passons de temps en ligne, plus nous sommes attentifs au contenu et plus nous produisons d'informations que des entreprises peuvent collecter et ainsi vendre davantage de publicité. Sur Internet, le produit n'est pas le contenu qui s'y trouve. Sur Internet, le produit, c'est vous. Le produit, ce sont les yeux qui regardent ce contenu et toutes les informations qui permettent d'influencer dans la plus grande mesure possible les mains qui sont reliées à ces yeux. Mais si le commerce d'information sur les utilisateurs rend possible un web gratuit, jusqu'où peut-on aller ? Où se situe la limite entre nos droits et la recherche du profit? De nos jours, nous subissons une surveillance inimaginable il y a 20 ans à peine. Voici un exemple parmi tant d'autres, le service de messagerie électronique de Google. Chaque fois que vous envoyez un courrier électronique avec Gmail, le texte est automatiquement scanné à la recherche de mots-clés qui pourraient révéler de quoi il traite. Si vous écrivez le mot plage dans votre message, les publicités au bas de la page seront des pubs pour voyagistes, par exemple. Si vous écrivez à propos de votre chien, vous trouverez des publicités pour des accessoires, des médicaments ou des services pour animaux. Si vous prévoyez de sortir avec vos amis, ce sont des pubs pour les endroits branchés de la région qui vont apparaître. Si vous cherchez des méthodes d'amaigrissement, vous aurez des pubs pour des aliments ou pour des cours de diététique. Le service de messagerie électronique est gratuit, mais les ordinateurs de Google lisent le contenu de votre courrier et vous affichent des publicités qu'ils estiment pertinentes pour vous. Voilà le prix que vous payez. Google fait remarquer que tous les services gratuits de messagerie électronique lisent le courrier et que Gmail respecte la vie privée, le contenu n'étant pas révélé à une tierce partie. Sur leur site web, il est écrit « Nous vous disons quelles informations nous collectons quand vous utilisez nos produits et nos services, pourquoi nous les collectons et comment nous les utilisons dans un souci d'amélioration de votre utilisation. » Mais il ne s'agit pas que de Google et de courrier électronique. La publicité en ligne va encore plus loin. Pour mieux cerner nos envies, les annonceurs ont besoin d'observer et d'enregistrer toutes nos activités et nos habitudes de navigation à travers l'ensemble du web. On appelle ça le ciblage comportemental. Imaginez que vous faites les magasins toute la journée et que vous vous retrouvez avec plein de sacs. Quand vous achetez quelque chose, vous ressortez avec un sac dont la marque révèle immédiatement aux passants où vous êtes allé et le genre de produit que vous venez d'acheter. Mais aussi ce que vous allez probablement acheter dans le futur. Toutes ces informations sont très précieuses pour les annonceurs. Voici comment fonctionne ce mécanisme sur Internet. Quand on visite un site qui contient de la publicité, le serveur de la société qui a placé cette pub nous renvoie un cookie, à savoir un tout petit fichier qui identifie notre ordinateur de façon unique. Ce cookie va ensuite lister tous les sites que nous visitons, collectant ainsi des données concernant nos intérêts. Les annonceurs peuvent ainsi mieux cibler leur communication. Visitez un site sur les voitures et vous aurez des pubs pour des voitures. Visitez un site de voyagistes et vous aurez des pubs pour des voyages. C'est aussi simple que ça, mais pour certains, c'est profondément inquiétant. En surveillant le comportement d'une personne sur le web, on peut parvenir à déterminer avec qui elle communique, ce qu'elle lit et ce qu'elle consomme. Et tout ça permet de dresser un portrait incroyablement intime et potentiellement dangereux de la vie de quelqu'un. Ces informations sont souvent très mal utilisées car elles sont dénuées de tout contexte. Si une personne visite des sites sur le cancer, par exemple, est-ce pour elle, pour un ami, pour un devoir scolaire?
On ne peut évidemment pas le déterminer avec certitude. La publicité et le ciblage comportemental ne me gênent pas vraiment. Je pense que tant que le système a un certain niveau de transparence et que nous, en tant qu'utilisateurs, avons la possibilité de savoir quelles informations sont soi-disant utilisées pour notre bien-être général, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Et je pense que ça peut même constituer un vrai bond en avant. Nous avons donc vu que le prix de nos recherches sur le web, c'est d'être ciblé par la pub. Le prix de certaines de nos messageries électroniques, c'est de voir nos emails scannés pour des annonceurs. Et le prix de nos visites de sites web, c'est d'être pistés par les cookies. Les consommateurs deviennent les consommés. Nous sommes épiés et vendus comme une marchandise. En plus de ça, le commerce en ligne semble vouloir aller encore plus loin et prendre une direction peut-être plus inquiétante encore. Il essaie de s'insinuer plus profondément dans nos esprits, en modelant nos envies avant même que celles-ci n'apparaissent. Et c'est là que les vieuxdomaines.com refont surface. Comme Google, beaucoup de commerces en ligne d'aujourd'hui ont compris l'intérêt de collecter et d'analyser les informations concernant leurs clients. On étudie l'historique de vos achats et on s'en sert pour essayer de prédire statistiquement quels articles seront susceptibles de vous intéresser parmi tous les produits de notre gigantesque catalogue. Ce dont parle Jeff Bezos représente une toute nouvelle forme d'interaction avec le client et la clé de voûte du nouveau web commercial. On appelle ça les moteurs de recommandation. Vous commencez à chercher un appareil photo, vous voyez que ceux qui ont cliqué ici ont aussi cliqué là, ceux qui ont acheté ceci ont aussi acheté cela. Par conséquent, au fur et à mesure que vous cliquez, le service devient de plus en plus utile. On peut voir ça comme une sorte de réaménagement du magasin pour chaque client qui franchit la porte. Dans un magasin physique, il serait impossible de réarranger tout le mobilier de manière à mettre en avant les produits les plus susceptibles d'intéresser ce client en particulier. Ce serait extrêmement difficile. Mais dans un magasin en ligne, c'est bien sûr possible. On peut redécorer le magasin individuellement pour chaque client et on peut l'aider à trouver des articles qu'il n'aurait peut-être jamais trouvés autrement. Les moteurs de recommandation permettent aux entreprises de constamment personnaliser leurs offres pour correspondre à nos intérêts et à nos comportements. Cette connaissance intime de leurs clients confère un avantage certain aux sociétés en ligne sur leurs concurrents du monde réel. Un des meilleurs exemples, c'est la façon dont la société de location de films en ligne, Netflix, s'en sert face à son rival non virtuel, Blockbuster. On a compris que le cinéma était un domaine parfait pour essayer de comprendre le comportement humain et pour proposer un confort que n'offre aucun autre système de diffusion, afin que les gens regardent de plus en plus de films. La clé de leur succès est un algorithme appelé Cinematch qui se sert des préférences des clients pour identifier les autres DVD qui pourraient les intéresser. Les goûts en matière de cinéma sont très subjectifs, mais on s'est rendu compte qu'en demandant aux gens quels films ils avaient aimés dans le passé, nos systèmes informatiques étaient capables de les aider à choisir des films qui sont les plus susceptibles de leur plaire à l'avenir. Netflix compte plus de 12 millions d'abonnés et génère un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros par an. Des millions de personnes apprécient ces systèmes de recommandation et sont satisfaits de ce qu'ils leur apportent. Mais je crains que nous n'ayons perdu quelque chose en cours de route. Les systèmes de recommandation ne vont-ils pas justement à l'encontre du but premier d'Internet? Ne sommes-nous pas en train de remplacer le vaste champ de découvertes inattendues et d'idées nouvelles, nées de rencontres accidentelles, par un système qui semble élargir notre horizon, mais qui, en réalité, nous vend toujours la même chose? Grâce à son choix universel, Amazon déshomogénéise la culture en permettant aux gens de choisir les produits qu'ils désirent. Ils peuvent ainsi lire le livre qu'ils souhaitent et pas seulement un des livres qui ont été présélectionnés pour faire partie du stock forcément limité d'un magasin physique. Mais le fait d'avoir à sa disposition un vaste choix ne signifie pas nécessairement qu'on va saisir cette opportunité. Face à un choix trop large, les consommateurs ont tendance à s'en tenir à ce qu'ils connaissent.
Dans la pratique, nous nous contentons de faire des choix sans risque et qui confirment nos convictions. Pour les sociétés qui veulent nous vendre leurs produits, manipuler cet aspect anodin de notre psychologie peut rapporter énormément d'argent. Une partie du hasard et de la spontanéité doit être éliminée pour que le système fonctionne. Ce n'est pas une sélection aléatoire, c'est une sélection spécifique et délibérée, ce qu'on appelait auparavant le filtrage collaboratif. Il s'agit de repérer des schémas d'achat et d'utiliser ensuite ces schémas pour vous vendre quelque chose. Les moteurs de recommandation sont très bons pour trouver ce que feraient les gens qui me ressemblent et pour me le faire savoir, afin que je puisse faire pareil à mon tour. Grâce à eux, je peux devenir quelqu'un qui serait comme moi. Notre seul but est d'essayer d'améliorer le plaisir de nos clients à voir des films. Et nous les aidons à trouver les films qui les feront rire ou pleurer et qu'ils vont adorer. Il s'agit de satisfaire le consommateur, peu importe que ça réduise ou que ça élargisse la palette de choix. En me disant ce que font les gens comme moi, et en m'encourageant à y ressembler, les moteurs de recommandation m'aident à me rapprocher du stéréotype démographique auquel je ressemble déjà le plus. Et finalement, plus je me rapproche de ce stéréotype, moins je suis moi, et plus je deviens un simple élément d'un groupe démographique. Il est certes encore trop tôt pour juger de l'impact culturel à long terme des systèmes de recommandation. Mais je crois qu'il existe un problème encore plus profond et inquiétant, lié à la façon dont nous payons le prix d'un web gratuit et à notre usage effréné du commerce en ligne. Nous contribuons activement à remplir d'énormes bases de données d'informations nous concernant. Ces 16 ans de commerce en ligne ont complètement bouleversé la notion de sphère privée au XXIe siècle. Le vent sous mes ailes. 60 hommes célibataires. Peur que ma femme envisage l'adultère. Comment faire pour se suicider au gaz? Doigts engourdis. Chien qui urine partout. Aliments à éviter pendant l'allaitement. Ce sont là des pensées intimes de personnes réelles. Une infime partie des recherches effectuées anonymement par des gens qui pensaient utiliser leur ordinateur en privé. En 2006, la compagnie américaine AOL a diffusé un fichier contenant toutes les recherches effectuées par 650 000 de ses utilisateurs durant les 3 mois précédents. Chaque utilisateur était identifié uniquement par un code numérique. Mais un journaliste du New York Times s'est inquiété du fait que ces recherches, en apparence anonymes, pouvaient être en réalité si personnelles qu'elles risquaient de révéler l'identité de la personne. Combien de temps faudra-t-il pour les identifier? Il y a un utilisateur qui m'a sauté aux yeux, notamment parce qu'il avait fait beaucoup de recherches qui étaient de toute évidence locales, comme par exemple paysagiste à Liburn en Géorgie. Ce n'est pas le genre de choses qu'on cherche si on habite dans une ville à l'autre bout du pays. On peut donc conclure que la personne cherchait une entreprise locale. L'utilisateur était connu uniquement sous le nom de 4417749, mais ses recherches devenaient de plus en plus intimes. Il y avait beaucoup de recherches à propos de problèmes médicaux, comme par exemple les effets de la nicotine ou d'autres à propos de la dépression. Ou la paranoïa. Oui, il y a un tas de recherches sur la paranoïa. On a commencé à penser qu'il s'agissait peut-être d'un vieil homme seul qui avait beaucoup de problèmes de santé. La cible de David devenait de plus en plus précise. En plus des recherches sur les entreprises de Liburn en Géorgie, de nombreuses recherches avaient un rapport avec le nom de famille Arnold. J'ai consulté un annuaire en ligne et j'ai cherché les personnes de ce nom. Il y en avait 11, dont une qui vivait à Shadow Lake. J'ai alors consulté la liste des recherches et j'ai trouvé subdivision de Shadow Lake, comté de Gwinnett, Géorgie, ce qui m'a confirmé que c'était bien la bonne personne. En seulement quelques heures, et en n'utilisant rien de plus que la liste des recherches et l'annuaire téléphonique, David a identifié ses cibles. Il s'agissait de Selma Arnold, une femme de 62 ans.
Elle était choquée et en colère à propos de tout ça. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que quelqu'un l'avait épiée pendant tout ce temps et que toute sa vie était sur cette liste. Selma a expliqué que la plupart de ses recherches d'ordre médical n'étaient pas pour elle, mais pour ses amis qui n'avaient pas accès à Internet. Les gens tapent des questions qu'ils ne poseraient probablement jamais à qui que ce soit. Et pourtant, lorsqu'ils sont devant leur écran, ils sont convaincus qu'Internet est la source de toutes les connaissances. Ils ne se rendent pas compte que quelqu'un enregistre toutes les recherches qu'ils effectuent. Essayez de vous souvenir des termes que vous avez entrés dans des moteurs de recherche ces 10 derniers jours. Vous aurez probablement oublié la plupart d'entre eux, mais comme le prouve l'histoire d'AOL, ce sont ces recherches insignifiantes qui, une fois assemblées, délivrent une image étonnamment précise et révélatrice de qui nous sommes. De nos jours, les gens font des choses extrêmement intimes sur Internet. Si vous connaissez les sites que visite une personne, vous pouvez découvrir que cette personne envisage par exemple de révéler son homosexualité parce qu'elle lit des témoignages à ce sujet. Ou alors une personne qui a une religion très différente de celle de son entourage. Il y a toutes sortes de choses que les gens font sur le web et qui sont très, très sensibles. Cette possibilité incroyable de pouvoir communiquer avec des gens du monde entier, d'accéder à toutes sortes d'informations et de services, tous ces avantages cachent un côté obscur. Et le côté obscur inclut notamment la possibilité pour ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'écran, ceux qui nous fournissent tous ces services, de nous épier. L'utilisateur lambda semble adopter une approche très pragmatique. Tant que ça marche et que le cadre légal est respecté, les gens acceptent volontiers de partager des informations personnelles pour améliorer leur usage d'Internet. Eric Schmidt a raison. En utilisant ces services, nous, consommateurs du web, sommes complices de cet état de fait. Une anecdote peu connue mais très révélatrice illustre bien notre complaisance. En 2005, une organisation à but non lucratif appelée Attention Trust a essayé de réaffirmer notre droit de propriété sur les données que nous diffusons sur Internet. Ça semble évident, n'est-ce pas? Le genre de cause qui met d'accord des millions de gens. Je suis allée rencontrer Seth Goldstein, un des fondateurs, pour savoir ce qui s'est passé. Nous produisons de plus en plus de données en ligne. Nous passons de plus en plus de temps en ligne et aussi sur des réseaux sociaux. Mais comment affirmer notre droit de propriété sur toutes ces données? Ils ont donc créé un logiciel gratuit à télécharger et à installer dans notre navigateur qui permet d'enregistrer automatiquement les données de notre activité sur le web. Le point crucial, c'est que les propriétaires de ces données ne sont ni Attention Trust ni Google, mais nous. Nous seuls sommes en droit de les partager, et selon nos propres termes. Au final, très peu de gens ont adopté ce système, et Attention Trust a été un échec. Vous pensez que les gens sont satisfaits du marché auquel ils participent? Je ne pense pas que les gens se posent réellement la question. Dire qu'ils sont satisfaits, ce serait affirmer qu'ils ont vu les alternatives et qu'ils sont contents de ce qu'ils ont. À mon avis, la réalité, c'est plutôt qu'ils sont béatement satisfaits. Ils se complaisent dans l'ignorance ou la naïveté. Ce n'est pas très important à leurs yeux pour le moment. Il n'y a pas encore de coup clairement visible. Sommes-nous comme des somnambules, nous laissant surveiller sans réagir, au lieu de penser à la quantité d'informations que nous divulguons sur le web et aux conséquences auxquelles nous nous exposons? Il y a beaucoup de personnes très critiques qui disent que c'est exactement de cette manière qu'une société évolue vers un État fasciste, étatiste ou dictatorial. Tout le monde participe volontairement en ignorant les conséquences, quand soudain, cela devient 1984. Je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Un futur orwellien semble peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais à mesure que nos données personnelles s'accumulent sur le web, le problème n'est pas de savoir qui les possède à l'heure actuelle, mais qui risque de les posséder dans le futur. Dana Boyd est une sociologue de l'université de Harvard qui pense que l'histoire peut nous aider à comprendre comment les données collectées aujourd'hui pourraient bien avoir demain des conséquences imprévues. Par le passé, on a pratiqué d'énormes collectes de données,
souvent avec de très bonnes intentions, sans même penser à la manière dont ces informations seraient utilisées dans le futur. Il y a un bon exemple. Au tout début du XXe siècle, les Pays-Bas ont commencé à récolter toutes sortes d'informations au sujet de la population. Une des données collectées à cette époque concernait la religion, dans le but de leur offrir des funérailles adéquates. Ils ne se doutaient absolument pas qu'en 1939, quand les nazis ont envahi les Pays-Bas, qu'elles seraient utilisées de la façon dont elles l'ont été. Il existe des sociétés qui collectent d'énormes quantités de données sur la population. Les gens n'imaginent pas ce que ça représente de rassembler toutes ces informations. Ils ne voient pas le potentiel néfaste rendu possible par ces énormes dossiers. Et la plupart des sociétés ne savent pas encore quoi faire de toutes ces données. Elles essaient de trouver quelque chose. C'est pour ça qu'elles collectent autant d'informations sans trop savoir où ça va les mener. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant que ces énormes bases de données automatisées, ce sont les bases de données auxquelles nous ajoutons volontairement des informations intimes nous concernant. La plus grande vague d'innovation sur le web, depuis Google, a eu lieu dans les réseaux sociaux, le partage de vidéos, les microblogs et les sites comme Facebook ou MySpace. Les jeunes sont les pionniers de cette révolution et Dana Boyd étudie comment ils appréhendent leur vie dans un monde virtuel et commercial. La quantité de données collectées en ligne est faramineuse. Vous pensez que les jeunes en sont conscients? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Ou est-ce qu'ils sont naïfs vis-à-vis de ce qui va advenir des données les concernant? Ce qui est ironique, c'est que les jeunes comprennent que la publicité est le prix de la gratuité, mais pas les conséquences à long terme de ces informations. On les entend souvent dire « s'il y a des pubs, alors c'est gratuit, et je préfère que ce soit gratuit ». Ils n'ont jamais vécu dans un monde non commercial. La publicité fait partie intégrante de leur vie. La génération qui a grandi avec le web accepte peut-être cette réalité commerciale en échange d'un service gratuit, mais ne passe-t-elle pas à côté de ce que le web nous promettait autrefois? Ce qui s'est passé sur Internet, c'est qu'on a limité la palette d'expression et d'activités à celles qui étaient commercialement intéressantes. C'est une régression. Notre présence personnelle en ligne est passée des sites web individuels, amateurs et hautement personnalisés, à savoir les pages web écrites en HTML des années 90, à des profils désormais conformistes et rigides de sites comme MySpace ou Facebook. Vous ne pouvez plus choisir par quoi vous définir. Vous devez vous définir par les livres que vous achetez, par les films que vous aimez, par l'actrice à laquelle vous voulez ressembler, par votre statut d'homme célibataire, marié ou divorcé, par des choses que le marché peut utiliser. Mais les problèmes auxquels font face la jeune génération sont encore plus profonds. Je m'inquiète du faible nombre de gens qui comprennent un des principes fondamentaux de l'information numérique. Une fois que quelque chose est sur Internet, il est pratiquement impossible de l'effacer. Toutes nos interactions sur le web, de nos statuts sur Facebook ou Twitter aux nouvelles partagées avec la famille et les amis en passant par les rumeurs qui nous concernent, resteront en ligne à jamais. Le web nous rend immortels. Le bon côté est qu'on continue à vivre. En effet, des milliers de personnes décédées reçoivent des notifications et des messages sur Facebook. Le mauvais côté, c'est que les jeunes qui évoluent sur Internet et qui grandissent en public vont devoir un jour vivre dans un monde où tout le monde aura accès à leurs erreurs de jeunesse, y compris leurs futurs employeurs, leurs futurs partenaires, leurs futurs amis, et ce, pour le reste de leur vie. Le fait d'être une personne normale ne vous donne aucune garantie que les photos de vous totalement saouls ne se répandront pas sur Internet. Donc, en quelque sorte, on doit tous vivre comme des célébrités parce qu'on peut potentiellement subir le même sort qu'eux. Une des plus grandes menaces vient des consommateurs eux-mêmes, en particulier des jeunes, qui, je n'en doute pas, s'amusent beaucoup et rencontrent plein de gens sur les sites des réseaux sociaux, mais qui oublient le caractère permanent de cette forme d'engagement. Les gens sont extrêmement perturbés à l'idée de voir des sociétés privées posséder leur empreinte génétique et prendre des décisions concernant leur assurance, leur santé ou leur mode de vie sur la base de cette empreinte génétique. Eh bien, notre empreinte numérique est tout aussi précieuse. Souhaitez-vous vraiment que ces détails intimes vous concernant soient accessibles à tant de monde?
Quel regard porterez-vous sur ce que vous avez fait hier soir? Non pas demain matin, mais dans 40 ans. Nous avons vu la façon dont nous cédons tous un peu de notre intimité chaque fois que nous cherchons ou communiquons sur Internet. En échange d'un web gratuit, notre sphère privée est devenue une marchandise. Nous sommes les nouveaux produits économiques de cette nouvelle frontière commerciale. Nous nous sommes engagés dans ce marché à notre insu, car ce marché n'est pas l'idée que nous nous faisons de notre usage du web. Sur notre ordinateur, à la maison, ou sur un téléphone portable, nous nous sentons protégés dans une bulle privée. Mais en réalité, sur les réseaux ouverts du web, nous naviguons constamment en public. Ce que nous faisons avec notre ordinateur peut potentiellement être vu, analysé et utilisé par d'autres gens partout dans le monde. Internet brouille notre vision de la sphère publique et de la sphère privée. Nous n'interagissons pas seulement avec un ordinateur isolé, mais avec une multitude d'ordinateurs situés dans le monde entier et qui nous observent. C'est ce qui en fait une telle révolution et l'aube d'une ère nouvelle. Lorsqu'on fait sortir certains génies de leurs lampes, il peut y avoir des problèmes et ils ne regagneront pas forcément leurs lampes. Quand les voitures sont apparues, les gens ont été horrifiés par le nombre de morts sur les routes. Ils n'arrivaient pas à y croire. Chaque jour, des centaines de personnes étaient tuées. C'en était presque grotesque. Si vous freiniez trop brusquement dans une voiture à 50 km/h, vous pouviez heurter le volant. C'était une véritable hécatombe. Mais est-ce qu'ils se sont dit « Bon, tant pis, on n'aura pas de voiture ». C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un confirmait que les téléphones portables émettent des micro-ondes qui provoquent bien des tumeurs au cerveau. Allons-nous dire « Bon, c'est la fin de cette technologie alors ?» Jamais de la vie. Il y a un ratio risque-bénéfice. Et pour nous, les bénéfices sont si grands que quels que soient les risques, on les accepte en essayant de les réduire et de les comprendre. Je n'aime pas le point de vue extrémiste qui consiste à voir le web comme une zone de tous les dangers, où des gens malveillants traquent leurs proies vulnérables. Il y a toujours des points de vue extrêmes dans la société. Mais du moment qu'on éduque les gens à être prudents, je trouve que la majeure partie de ce qui se passe sur le web est intéressante, excitante, utile, amusante, divertissante et magique. Paradoxalement, ce qui nous rend plus exposés que jamais est aussi ce qui fait d'Internet une telle opportunité pour explorer, découvrir et partager les richesses de la connaissance humaine. Mais alors que le commerce assoit sa domination sur le web, je crois qu'il faut se réveiller et comprendre enfin le véritable prix de la gratuité et la façon dont il redéfinit notre sphère privée, notre intimité et peut-être même, en définitive, notre identité.